à cette semaine. Tout le monde doit connaître l'Ukraine. Et pour cela, je veux vous féliciter et vous offrir un cadeau. Et mon cadeau pour vous, c'est cette fontaine en Russie. J'ai toujours évoqué l'infrastructure russe, essentiellement bâtie à l'ère soviétique. La tuyauterie, je veux dire, elle ne tient pas le coup. Bref, après 50 ans, elle a besoin de réparations, mais ils ne les font pas. Voilà le résultat. Je vous présente une fontaine en Russie maintenant. Vous ne voyez ça nulle part ailleurs dans le monde, seulement en Russie. Et, croyez-moi, c'est comme la 10e ou plus fontaine que je vois sortir de Russie. Si vous n'avez jamais vu de fontaine, félicitations, vous venez d'en voir une, pour embellir votre journée. Je veux vous montrer comment l'économie russe s'améliore en réalité, parce que pour ces gens, c'est le cas. Voici Gaza, et un camion de bière s'est réellement renversé à Gaza, et de la bière s'est répandue sur l'autoroute, mais certaines bouteilles en verre sont restées intactes. Et pour les habitants, c'est le meilleur cadeau que Poutine leur ait offert, de la bière gratuite sur l'autoroute. Regarde ça, même moi je serais content de ça. Mais ces gars-là vont passer une nuit inoubliable, nous non, peut-être qu'ils vont finir complètement saouls, donc ne pas s'en souvenir. Et pour le troisième cadeau que je vais te donner aujourd'hui, c'est ceci. Un train de marchandises a déraillé en Russie, mettant une fois de plus en évidence les problèmes d'infrastructure du pays. Est-ce lié aux tuyauteries ? Est-ce l'infrastructure électrique ou les rails ? La plupart l'est. Elle a été construite entre les années 60 et 80, donc il y a plus de 50 ans, et elle a plutôt bien fonctionné pendant 50 ans. Mais le problème, c'est que si on ne les entretient pas maintenant, elles approchent de la fin de leur cycle de vie. Et cela entraîne des fuites ou des déraillements. Encore une fois, cela ne va pas vraiment nuire à la Russie, mais je le montre parce que cela symbolise toute l'infrastructure russe, qui a été construite à l'époque soviétique. Et si ces incidents se produisent par milliers dans toute la Russie, c'est une très mauvaise journée pour Poutine. J'ai décidé de vous offrir d'autres cadeaux. Il y a 2 jours, les Ukrainiens ont publié cette vidéo où ils détruisent 2 rares stations radars de contre-batterie russes Yastrub dans la région de Netsk. La contre-batterie est un type de batterie. Si vous tirez de l'artillerie de leur côté, ils découvriront d'où vous avez tiré et ensuite ils riposteront avec de l'artillerie sur votre position. Mais vous pouvez voir que c'est la station radar maintenant. Ces stations radar, elles sont rares, elles sont chères et elles sont très difficiles à produire. Et elles contiennent des composants occidentaux que la Russie ne peut plus obtenir. Ici, on voit un drone ukrainien livrer un petit bisou et un câlin sympathique. Parti, j'en suis tellement heureux. Tu sais pourquoi ? Parce que cette station radar ne fonctionnera plus jamais près de la frontière estonienne pour guider leur artillerie vers notre artillerie. Parce ça est partie, elle est démilitarisée, elle est vaporisée. Ça me rend heureux. C'est ce que j'appellerais très bien, mais c'est la première. Il nous en reste une. Et celle-ci a aussi connu le même sort. Alors passez un bon vendredi, mes amis. Maintenant, mes amis. Nous voyageons au cœur de la Russie, dans la région d'Orenbourg, où il y a eu une attaque de drones. C'est à 1000 km de la frontière ukrainienne, et les Ukrainiens ont déjà envoyé des drones à 2 ou même 3000 km de leur frontière. Ce qui est particulier ici, c'est que beaucoup d'habitants ont filmé ces drones, survolant la région, vraiment beaucoup de locaux. Comme vous pouvez le voir sur les vidéos à l'écran, je vais vous en montrer d'autres, juste pour insister sur le nombre de vidéos différentes qu'il y a eu. Et voici la sirène d'alerte aérienne à Orenbourg. Si vous y allez, ok, désolé, je m'amuse avec mes potes. Bon, d'accord, vous avez compris. Beaucoup de vidéos de locaux filmant à Orenbourg, ce que les habitants affirment maintenant, c'est ceci. La partie amusante, c'est que des unités de sabotage ukrainiennes auraient pu traverser depuis le Kazakhstan. Des drones auraient été aperçus près des bases des forces de missiles stratégiques russes. Comme vous pouvez le voir, la région d'Orenbourg est voisine du Kazakhstan, l'oblast frontalier. Le fait est que ce genre de discours est le symbole d'un certain état d'esprit. En Russie, si vous êtes à 1000 km de l'Ukraine, vous voyez des drones dans le ciel et vous pensez immédiatement « Oh mon Dieu, ce sont les forces spéciales ukrainiennes et des groupes de sabotage venus du Kazakhstan ».
Cela nous donne une idée de l'état paranoïaque dans lequel vivent les Russes et des capacités qu'ils attribuent aux Ukrainiens. Vous voyez constamment ces rapports en ce moment, et je suis là pour vous en parler. Sur Twitter, on voit souvent « Oh, l'Ukraine surtout ». Non. Il n'y a pas de force spéciale ou de groupe de sabotage venant du Kazakhstan. C'est de la paranoïa. L'Ukraine vient d'envoyer des drones à 1000 km de distance. Ils peuvent envoyer des forces spéciales et des groupes de sabotage au Kazakhstan et à Orenbourg. C'est une opération massive avec de la paranoïa et de la peur. Mais le fait que cela se produise, que les Russes pensent cela, vous montre à quel point c'est énorme. La place qu'ils occupent dans l'esprit des Russes, à quel point ils sont puissants. Oh, à tout moment, ils pourraient en revenir du Kazakhstan. Je veux dire, c'est un compliment pour le service de protection de l'Ukraine et le gourou ukrainien. Leurs opérations ont été tellement réussies que l'esprit russe consacre désormais une énorme part de peur à cela. Mais en réalité, ce qui s'est vraiment passé, c'est que l'Ukraine a envoyé des drones longue portée depuis l'Ukraine jusqu'à la région d'Orenbourg. Nous allons maintenant explorer la région de Kherson et la zone du Dnipro sous occupation russe, mes amis. Ici, nous pouvons voir les Russes effectuer une rotation. Enfin, ils essaient de faire une rotation. Bagui est foutu à cause des mines. Eh bien, il y avait un Bagui. Il y a un canon automoteur. Et le gars qui en parle s'amuse aussi beaucoup. Au fait, ensuite, il y en a encore plus. Il y a un camion. Je suis désolé, je pense que c'était un obusier remorqué. Oui, c'était ça. Ensuite, il y a un camion, puis il y a un véhicule de combat d'infanterie. Si je ne me trompe pas, ce sont des chenilles, pas des roues, n'est-ce pas ? 4 véhicules ont été démilitarisés. Il s'agissait censément de troupes de relève pour remplacer les unités de première ligne, mais les Ukrainiens avaient une autre idée. Et ils ont livré quelques cadeaux et salutations à ce convoi. 4 véhicules totalement détruits. Dans cette prochaine vidéo, mes amis, nous allons regarder des soldats russes, des prisonniers de guerre russes venant d'Ukraine, être échangés et renvoyés en Russie. C'est une opération de propagande filmée par les Russes. Ils arborent tous des drapeaux russes, ont l'air vraiment heureux et en excellente santé. Parce que dans les camps de prisonniers ukrainiens, on te nourrit 3 fois par jour et tu peux même travailler si tu en as envie. Tu peux appeler chez toi autant que tu veux. Les Ukrainiens échangés et revenus de Russie semblent épuisés, mais ils ont une bonne vie. La plupart d'entre eux sont très malades et certains meurent même après être arrivés en Ukraine parce qu'ils ne peuvent pas guérir. En fait, je viens de réaliser une longue vidéo essai. Elle sera également publiée dans environ 2 semaines, à propos de la hiérarchie russe et de ce qui arrive aux troupes qui se sont rendues. La reddition dans les unités russes, et l'armée russe en général, est très mal vue. C'est très mal perçu, très mal considéré. Si tu fais ça, tu es considéré comme le plus bas du plus bas. Donc si tu es échangé et retournes en Russie, ces gars peuvent être contents, mais ce sera leur dernier moment de bonheur. Quel est le sort de ces gars-là ? S'ils arrivent en Russie, ils seront immédiatement renvoyés au front et non dans les unités précédentes où ils étaient. Peut-être que certains d'entre eux étaient dans de meilleures unités. Ils seront envoyés dans la Storm Z, qui est le plus bas du plus bas. Là où il y a des prisonniers, des condamnés, des alcooliques, des toxicomanes, des réfractaires, et ils seront envoyés dans la machine à broyer pour absorber les munitions ukrainiennes. Alors oui, tu sais quel est le destin de ces types ? Eux ont très bien survécu en captivité ukrainienne, mais dès qu'ils sont relâchés dans leur pays d'origine, leurs jours heureux sont terminés. Et je veux vous montrer une unité Storm Z, donc je ne le fais pas. Je ne peux pas montrer toute la vidéo car elle est trop choquante, mais voici une unité Storm Z. Cette vidéo a été publiée hier. Storm Z, c'est celle qui n'est pas censée prendre une position ou avancer. Ce sont eux qui sont conçus pour absorber les munitions ukrainiennes lors de la première vague. Ainsi, les troupes aéroportées russes ou d'autres unités mieux équipées et mieux entraînées peuvent intervenir lorsque les Ukrainiens rechargent ou se repositionnent. Ou ont, vous savez, des rotations. Donc voici le buggy Storm Z le plus récent. Ils ont un buggy et il y a 9 gars sur ce buggy. Je veux dire autant de gars que tu peux en mettre dessus. L'escouade Storm Z est maintenant unique. Ces soldats sont sous les ordres d'un chef ravi d'avoir été échangés et de pouvoir rentrer en Russie. Ils vont être sur ce buggy dans 1 semaine ou 2, mais ça c'est le buggy d'hier. Hier, Storm Z a attaqué, et c'est un drone first-person view ukrainien qui s'est écrasé en plein milieu d'eux.
Ça a fait une brume rouge, c'est un barbecue de viande hachée. Appelez ça comme vous voulez. C'était 9 gars contre un seul drone First Person View. D'habitude, il faut les traquer un par un. C'est comme 20 à 30 drones First Person View, car un soldat peut parfois avoir besoin de 2 drones. Dans ce cas, tu ne pouvais pas être plus précis que ça. C'est tout un groupe réuni au kilo et boum en plein milieu. Avec le FBV de la liberté ukrainienne qui se répand, voilà l'avenir de ces prisonniers de guerre échangés et renvoyés en Russie. Mes amis, allons maintenant chez le nouveau membre de l'OTAN, la Finlande. Nous allons à la frontière russe de... regardez cette frontière, elle fait 1000 kilomètres. La majeure partie est boisée. De l'eau, des étendues d'eau de diverses tailles, des marécages et des forêts. Il fait très froid. Les Russes, des rôtis, ont 3 bases principales, ici, et ils ont commencé à les moderniser ou à construire de nouvelles infrastructures autour d'elles, ce que nous pouvons voir sur ces photos, photos satellites, ces vidéos satellites. Poutine a commencé à déployer plus d'équipements dans ces 3 bases. Comme vous pouvez le voir, il y a plus d'équipements. Et bien sûr, nous voyons aussi des ponts de bateaux. Ici, nous voyons du matériel de pionniers et nous le comptons en grand nombre. Il s'agit d'infrastructures pour 15 à 20 000 soldats que Poutine ordonne de construire ici en ce moment. Donc, dans les 2 à 3 prochaines années, il pourrait y avoir 25 000 soldats russes de plus à la frontière finlandaise. Mais ce que nous voyons du côté finlandais, c'est la construction d'une toute nouvelle base militaire avec des capacités de l'OTAN. Je veux dire, nous avons des F-35 qui atterrissent sur les autoroutes finlandaises. Ils s'entraînent à cela chaque année. F-16, F-35. La Finlande acquiert des F-35. Donc nous voyons ce qu'Israël fait avec les F-35 en Iran en ce moment. Aucun F-35 n'a été abattu en Iran pendant toute cette opération qu'il mène. Donc je vais le dire, merci de me donner vos arguments dans les commentaires. Mais ces bases blesseront des cibles énormes pour les F-35 finlandais que la Russie ne pourra pas abattre. Parce qu'ils ne peuvent pas les voir, ils ne sont tout simplement pas capables de les détecter sur les radars fabriqués en Russie. Donc oui, il pourrait y avoir 20 000 soldats de plus ici avec l'équipement. La Finlande a juste besoin d'avoir beaucoup de bombes planantes sur ces F-35. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo sur la paranoïa et la peur russe que des groupes de sabotage ukrainiens se trouvent à Orenbourg, ce n'est pas le cas. Je vais continuer sur ce genre de fausses informations. La Corée du Nord envisagerait d'envoyer 25 000 travailleurs en Russie. Le Japon et la Chine affirment que la zone économique spéciale d'Alabuga, principal centre pour chats, produisait des drones de construction et de reconnaissance. Citant des sources diplomatiques occidentales russes, Sergueï Chaïgou vient de visiter la Corée du Nord. Pourquoi ? Parce que Israël détruit la plupart des capacités de production de chats iraniennes, ce qui signifie que la Russie devait remplacer cette chaîne. La logistique a changé très rapidement, alors ils ont envoyé Sergueï Chaïgou en Corée du Nord, où il a été annoncé que Kim Jong-un est maintenant prêt à déployer 25 000 travailleurs en Russie. Le truc c'est que oui. Ils ont déployé 11 000 soldats, dont la moitié ont été démilitarisés en 6 mois par l'Ukraine. Gérer 25 000 travailleurs étrangers qui ne parlent pas russe dans un complexe industriel comme celui-là, c'est un beau titre, c'est une belle opération d'information, mais ça s'arrête là. Les Russes n'ont pas la capacité de faire travailler efficacement ou correctement 25 000 Nord-Coréens à la construction de ces drones Shahed. Si les Russes veulent vraiment construire ces drones Shahed avec l'aide de la Corée du Nord, ils le feraient simplement en Corée du Nord et les renverraient en Russie, au lieu d'envoyer 25 000 soldats qui pourraient déserter. Les Nord-Coréens doivent être surveillés en permanence, sinon ils s'enfuiront dès que possible. C'est une opération d'information, mes amis, c'est ce que je vous dis ici, mais ça fonctionne parce que tous les médias occidentaux en parlent. Mais ici, je vais vous le dire, et j'assume mes propos autant que je connais ces 2 pays et leur façon de faire les choses. C'est une opération d'information conçue pour attirer l'attention de l'Occident, ce n'est pas réel. En poursuivant sur l'opération d'information, cette prochaine opération spécifique menée par les Russes n'est pas purement une opération d'information. Ils déplacent des capacités sur le terrain. Dans ces vidéos, on peut voir du matériel Crime Pioneer se déplacer en Crimée, aller et venir.
La ligne de front la plus proche de la Crimée est Kherson, située sur le fleuve Dnipro. Un équipement spécifique est nécessaire pour franchir cette rivière. Je veux dire, on peut voir des ponts de bateaux juste ici. Tout cela est filmé par le groupe partisan artistique ukrainien ATEK. Il y a beaucoup de ce matériel qui circule d'avant en arrière en Crimée. Regardez la quantité qu'il y en a. Le but de cela est sans que de faire croire aux Ukrainiens que les Russes vont traverser le fleuve Dnipro, quelque part près de la région de Kherson. Encore une fois, je suis là pour vous dire que tous les Ukrainiens ou Russes qui disent « en Croatie, ils vont traverser d'un moment à l'autre », ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas les troupes là-bas pour traverser le fleuve de Kherson. Désolé, le fleuve Dnipro, d'une manière importante pour prendre du terrain ou lancer une attaque surprise. La Russie aurait besoin de dizaines et de dizaines, voire de milliers de soldats supplémentaires dans la région. Ils ne le font pas, ils déplacent systématiquement des troupes de Kherson vers Koursk. Donc ce genre de mouvement de troupes du génie et de ponts de bateaux en Crimée est destiné à attirer l'attention de la direction ukrainienne. Peut-être qu'ils font ça. Redéployons des troupes à Kherson. Je vous le dis, c'est juste une mission des Russes pour brouiller la direction ukrainienne. Ils n'ont aucune capacité sur le terrain pour traverser massivement le Dnipro. Oui, ils peuvent le faire avec des petits bateaux et de petits groupes de reconnaissance, mais pas avec de grandes unités entièrement formées. J'affirme qu'ils n'ont pas cette capacité en ce moment. Maintenant, nous retournons en Russie, mes amis, où hier il y a eu une énorme panne d'Internet. Parfois, on entend parler d'une ville, de deux villes, enfin de certaines zones, mais non, là on parle de 35 régions, 50 millions de personnes, soit environ 36% de la population. Certains endroits sont privés d'Internet depuis une semaine. Les régions en rouge plus foncé n'ont pas non plus de connexion cellulaire. Regardez cette carte. C'est donc énorme pour Poutine. Il contrôle totalement les médias internes et le récit. Mais parfois, quand des drones volent, quand quelque chose explose ou qu'une certaine information se propage qu'ils veulent arrêter, c'est tout simplement beaucoup plus rapide pour la direction russe de couper complètement tout l'Internet. En Russie, les droits humains ne sont pas respectés comme ici. Ils peuvent agir comme bon leur semble. Personne ne se soucie de savoir s'ils ont ou non Internet, je veux dire. La direction ne s'en préoccupe pas. Donc, s'il y a un type d'information qu'ils veulent empêcher de se répandre, il est tellement facile de couper Internet dans ces zones pendant quelques jours ou une semaine jusqu'à ce que la tempête soit passée, puis de le remettre en marche. C'est précisément ce que c'est. Ils n'ont aucun scrupule à couper Internet pour 50 millions d'individus. C'est une nouvelle énorme qui vient tout juste de sortir, mes amis. Je veux attirer votre attention là-dessus. La Russie a émis une nouvelle série d'obligations de guerre, ou simplement des obligations du gouvernement russe, parce qu'ils sont en énorme déficit. Beaucoup disent que la Russie va s'effondrer, mais cela prend du temps. Un pays aussi vaste que la Russie, avec autant de ressources provenantes et de sources de revenus. Il est très difficile de faire s'effondrer une telle économie. Mais nous y arrivons. Nous, en tant qu'Occident collectif, nous le faisons. Nous le faisons, ça fonctionne. Vous savez comment je le sais? Ça fonctionne. Parce qu'un pays qui gagne d'énormes sommes d'argent chaque mois n'émet pas d'obligations. Cela veut dire qu'ils ne vont pas emprunter de l'argent à leur propre peuple. La Russie a emprunté près de 33 milliards de dollars en 6 mois, parce qu'elle ne peut pas se permettre cette guerre. Les revenus du pétrole et du gaz se sont effondrés, les coûts de la guerre explosent. Et oui, je connais les commentaires. Oh, à cause de la guerre israélo-iranienne, les prix du pétrole ont augmenté. Mes amis, ils ont beaucoup augmenté. Mais pas au point que les Russes avaient prévu pour 25 et 26. Malgré les prix actuels, ils restent déficitaires. Leurs revenus restent inférieurs aux prévisions budgétaires, les obligeant à emprunter davantage pour compenser. Leur budget est en énorme déficit et ils sont en pleine frénésie de dépenses. Actuellement, le Kremlin emprunte à 15,2% sur 6 ans et à 15,5% sur 11 ans. C'est un fait intéressant ici, parce que le taux d'intérêt russe de la Banque centrale, en ce moment, est de 20%, donc s'ils empruntent à 15%, je veux dire, ce n'est même pas suffisant pour couvrir le taux d'intérêt. C'est inférieur au taux d'intérêt. Donc ce sont de très mauvaises conditions pour celui qui donne l'argent, c'est-à-dire le peuple russe. Deuxièmement, ils ne rembourseront pas l'argent, ayant fait défaut sur leurs obligations à plusieurs reprises. Troisièmement, c'est au peuple russe qu'ils prennent de l'argent. Ce sont les Russes et les entreprises russes ordinaires qui sont touchés car ils sont obligés d'acheter ces obligations.
C'est comme ça que ça se passe en Russie, ils obligent les entreprises à financer la guerre. On peut faire ça un certain temps, mais pas indéfiniment, car ils finiront aussi par manquer d'argent. Ce que je veux dire ici, c'est que la Russie est en train de manquer d'argent et qu'elle en a déjà manqué. C'est un problème. Je le répète, si vous n'avez pas d'argent, n'empruntez pas. Eux non plus. Et à ce sujet, je vais continuer à vous montrer comment l'Empire russe est partout dans le monde. Oui, c'est présent au Moyen-Orient et en Afrique. Constatez vous-même l'effondrement. Le régime syrien est tombé, Bachar el-Assad, et c'est parti maintenant. Assad était soutenu par l'Iran et la Russie. Assad est tombé. Élection perdue en Moldavie malgré d'énormes efforts du Kremlin. Oui, parce qu'il y a un président pro-occidental. Candidate. Une, élection roumaine perdue malgré d'énormes efforts du Kremlin. Candidate pro-occidental. VDB Urban en Hongrie est sur le point de tomber. L'opposition est largement en tête dans les sondages. Et maintenant l'Iran, et j'affirme sur cette chaîne que le régime iranien va tomber. Le régime iranien est soutenu par la Russie, la Syrie était soutenue par la Russie. Ils tombent un par un, ces États satellites russes s'effondrent. L'Iran n'est pas un État satellite, mais ils sont massivement liés et soutenus, et ils sont censés avoir cet accord de sécurité. Donc on peut voir que l'Empire russe, le nœud coulant se resserre encore, et en même temps on voit les Russes emprunter des sommes d'argent énormes. Ils ne gagnent pas d'argent, leur territoire tagui s'effondre, ils perdent des alliés de tous les côtés, tandis que l'OTAN gagne des alliés. La Suède et la Finlande, qu'avec leurs forces militaires puissantes, ont rejoint l'OTAN, tandis que la Syrie et l'Iran s'effondrent. Donc, on peut mettre ces deux éléments en perspective. Quel camp gagne en puissance, quel camp en perd, si on regarde à l'échelle très macro de ce conflit. Et maintenant, je vais vous lire. L'un des analystes russes sur Telegram, je pense qu'il est sur le point de comprendre, mes amis. Et vous aussi. Prenez votre popcorn. Profitons de cette auto-analyse d'un analyste russe sur Telegram. Israël a participé à l'opération contre l'Iran pendant plusieurs jours. La Russie participe à l'opération contre l'Ukraine depuis plusieurs années. L'aviation israélienne bombarde des cibles iraniennes sans perte et détient la suprématie aérienne. Les pertes de l'aviation russe dépassent le nombre d'appareils qu'elle produit. Au cours de l'opération, Israël a détruit la haute administration politico-militaire de l'Iran. La Russie n'est même pas capable de frapper le centre de prise de décision, encore moins d'éliminer l'administration politico-militaire de l'Ukraine. La défense aérienne israélienne a repoussé des centaines de lance-missiles et seuls quelques-uns ont atteint leur cible. La défense aérienne russe laisse passer des avions agricoles à moteur léger, des gazelles aériennes à travers Israël. Les services de renseignement opèrent en Iran comme s'ils étaient chez eux. Il n'y a pratiquement aucune activité des services de renseignement russes en Ukraine. Cela ne veut pas dire que, comme le dit une blogueuse beauté, vous n'avez pas besoin de le savoir, tout est déjà là. Israël cible les médias iraniens, tandis que la Russie échoue à interrompre les diffusions télévisées ukrainiennes. Quand on nous dit que l'un des pays n'est pas encore en guerre, il s'avère qu'il l'est à pleine puissance. Il mentionne la Russie, soulignant qu'elle n'a rien de caché ou en réserve, comme il l'a déjà répété. Tout ce qu'ils ont est en Ukraine, sur la ligne de front, à l'exception des armes nucléaires. Apparemment, une guerre à grande échelle pour l'un des camps signifie jeter d'énormes quantités de chair fraîchement mobilisées sur le front et non de la technologie. Devine lequel. Cela vient de Telegram russe, donc ils analysent donc la chute d'un autre de leurs amis. Après la Syrie, maintenant c'est l'Iran. C'est un schéma qui se forme, les alliés de la Russie s'effondrent un par un et les recettes du budget de l'État russe se sont effondrées. Excellente analyse. Mes amis, c'est toujours agréable de voir des singes s'introspecter. Mes amis, nous partons en Finlande, pays dont je suis un grand fan. Parce qu'à mes yeux, en tant que pays, ils font tellement de choses. C'est vrai que nous, l'Estonie, devons suivre leur exemple, devons les copier, pratiquement. Par exemple, la Finlande se retire du traité d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles par un vote parlementaire de 157, voix pour et 18 contre. C'est un événement très important, car la majorité des pays occidentaux et de l'OTAN font partie du traité d'Ottawa, qui interdit les mines antipersonnelles. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, les pays baltes, sont encore dans ce traité. Les Estoniens se retireront complètement, mais cela prendra du temps. La Finlande l'a déjà fait. Ce que nous avons vu en Ukraine, c'est que
Des mines anti-chars avec des mines antipersonnelles, si elles sont saturées dans les zones frontalières, avec des fossés anti-chars, des barbelés et des drones surveillant la zone, et de l'artillerie prête à tirer, cette défense fait des miracles. Ça fonctionne très bien, mais il faut avoir des quantités massives de mines, des mines antipersonnelles, des mines anti-chars, donc la Finlande va acheter des mines antipersonnelles. Et ils vont miner à outrance les zones où les Russes pourraient vouloir attaquer, parce qu'on ne peut pas attaquer de partout. Il y a certaines zones seulement où c'est possible, et celles-là, on les mine jusqu'à l'extrême. Rien ne franchit la frontière. C'est la bonne décision. Nous ferons de même. Félicitations à la Finlande. Merci frère nordique. C'est notre défense commune. Bien joué. Maintenant, nous retournons en Ukraine, car le Parlement ukrainien a également accompli quelque chose d'historique, quelque chose de très important. Le Parlement ukrainien adopte une loi sur la double citoyenneté. Il y a environ 60 millions d'Ukrainiens à travers le monde entier. C'est un chiffre considérable. Oui, vous avez bien entendu, environ la moitié de toute la population vit en dehors de l'Ukraine. Donc leur maison leur manquait. Jusqu'à présent, la double nationalité n'était pas légalement possible, mais maintenant elle l'est. Cette loi unifie davantage toute la population ukrainienne du monde entier et la rattache à l'Ukraine. Excellente initiative du Parlement ukrainien. Mes amis, maintenant, nous y allons, et je vais vous donner quelques informations très importantes sur le conflit Iran-Israël. Je vais faire court, je vous le promets. L'Iran menace maintenant de fermer le détroit d'Ormuz. Voici l'activité dans le détroit d'Ormuz uniquement le 13 juin. Et ce ne sont que des pétroliers. Cela montre à quel point ce détroit est important pour le transport maritime mondial, pour les États-Unis, pour l'Union européenne, pour la Chine et aussi pour la Russie. Ce ne sont que des pétroliers, mais leur activité réelle est bien plus importante. Donc l'Iran a la capacité de le fermer par la force militaire, avec des navires. S'ils font ça, je vous le dis, les États-Unis se préparent déjà à s'impliquer dans cette guerre. Ils vont intervenir sans perdre de temps. L'Iran menace de le fermer. Pour continuer sur l'implication des États-Unis, ici on peut voir 12 F-22 Raptor se préparer à traverser l'Atlantique. Bon à la Royal Air Force. Luck et Is en Angleterre, avec pour destination finale la base aérienne de Salti en Jordanie. Les F-22 sont, je dirais, les avions de chasse les plus avancés au monde, juste après les F-35. Je veux dire, ça dépend à qui vous demandez. Les F-22 n'ont jamais été exportés et seules quelques centaines ont été produites. Et je dirais qu'ils restent les meilleurs avions de chasse au monde. N'hésitez pas à débattre avec moi dans les commentaires, bien sûr, mais je dis qu'ils sont de meilleurs avions de chasse que le F-35. Le F-35, bien sûr, est un meilleur avion de chasse polyvalent, mais le F-32, dans un combat rapproché, je dirais, l'emporterait. Voilà. Ce n'est pas tout, mais attendez, il y a plus. C'est comme une publicité téléachat version Iran. Parce que les États-Unis annoncent qu'ils envoient le groupe aéronaval du porte-avions USS Ford en Europe. Cela signifie que 3 porte-avions américains et un britannique seront déployés près d'Israël et de l'Iran. La quantité de puissance de feu alliée dans la région sera énorme, et il est vraiment difficile de décrire à quel point cette puissance de feu, ce coup, sera massif. Ces 4 porte-avions transportent chacun un groupe aéronaval avec eux. Le groupe de frappe possède assez de missiles Tomahawk, de chasseurs et de bombardiers pour détruire les infrastructures de l'Iran. Nous parlons de 4, donc c'est suffisant pour faire s'effondrer des empires. Le saviez-vous, en 2021, la Russie et l'Iran ont conclu un accord selon lequel l'Iran achèterait 50 chasseurs Su-35 à la Russie. Le Su-35 est l'un des avions de chasse les plus récents et avancés de la Russie. C'est souvent un accord énorme impliquant des sommes colossales. 50 promis en 2021 avant l'invasion. Combien livrés ? 0, vous avez raison. Prends des bonbons. L'accord a été modifié en 2022. L'Iran a donné à la Russie 1700 drones kamikazes en échange de 24 avions de chasse russes, mais la Russie n'a jamais livré les avions à l'Iran. Donc dans ces 2 cas, la Russie n'a jamais tenu sa part de la promesse. Et dans le deuxième cas, ils ont reçu 1700 drones et n'ont toujours pas livré leurs avions de chasse. Cela nous raconte une histoire intéressante que beaucoup de gens ont du mal à croire. La Russie ne peut pas produire d'avions, elle ne peut pas les exporter, elle ne peut pas les vendre. Tout ce qu'ils ont est lié à la guerre en Ukraine.
Ils n'ont rien de superflu. D'aucuns disent « Oh, là vous avez titillé l'ours de la bière, vous les avez bien irrités. » Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils font déjà tout ce qu'ils peuvent, bombardant des civils et des hôpitaux. Que reste-t-il comme escalade possible, à part les armes nucléaires? Alors, l'Iran n'a pas reçu ses avions de chasse. S'ils avaient eu des F-35, des combats aériens auraient pu avoir lieu, mais ce ne fut pas le cas, parce que la Russie ne peut exporter aucune capacité aérienne. Et mes amis, je vais terminer cette vidéo comme je l'ai commencée, avec un joli plaisir pour les yeux pour vous. Parce que les milices iraniennes ont enfin trouvé les véhicules du Mossad, les véhicules des agents du Mossad à l'intérieur de l'Iran, les véhicules qu'ils utilisaient pour lancer des drones et détruire les défenses aériennes et les lanceurs de missiles iraniens. Regardez ça, c'est une voiture à carrosserie universelle qui transporte uniquement du bois. Mais ce n'est pas du bois, c'est en fait une caisse qui était remplie de drones. Regardez ça, très joli. C'est très similaire à l'opération Spiderweb ukrainienne. C'est vraiment très proche. Les similitudes sont dingues. Et tout ce que les Iraniens pouvaient en faire, c'était retrouver cet équipement une fois qu'il avait été utilisé et que les lancements de missiles iraniens avaient été détruits. Mais c'est quelque chose de si simple. Et cela nous montre qu'Israël opère en Iran avec des hommes sur le terrain sans aucun problème. Ils peuvent tirer et se cacher, frapper et s'enfuir, et c'est énorme. La Russie ne peut pas faire la même chose en Ukraine que ce que l'Ukraine fait en Russie. Cela montre vraiment qui possède les opérations de renseignement et les réseaux de renseignement les plus performants.